On va évoquer d'abord cette crise politique qui nous, évidemment, préoccupe depuis dimanche soir. On fait le point d'abord, peut-être avec le sujet de Corentin Alonso, notamment parce qu'on a des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron qui se désolidarisent à un point qui est tout à fait inédit. Écoutons ce qu'ils disent et on en débat ensuite. Pour sortir de la crise politique, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a appelé à une démission planifiée du président dès le début de l'année 2026. Aujourd'hui, l'État n'est plus tenu. Il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget. Dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après. De son côté, Gabriel Attal, Premier ministre pendant 6 mois et militant macroniste de la première heure, explique lui aussi ne plus comprendre les décisions du président de la République. Moi, je me suis engagé, je le disais il y a un instant, en 2017, avec cette idée d'une pratique différente du pouvoir. Et cette idée quand même de partager le pouvoir à tous les niveaux de la société, d'ailleurs avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux. Et c'est vrai que depuis la dissolution, qui est en elle-même une décision incompréhensible, en fait les décisions ont le plus souvent donné le sentiment d'au contraire ne pas vouloir partager le pouvoir. Le secrétaire général du parti fondé par le président n'appelle pas à sa démission, mais souhaite un changement de méthode. La rupture entre les leaders du socle commun et le chef de l'État semble consommée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Gauthier Lebret. C'est que ça y est, là, tout le monde se désolidarise, le président est seul ? Ah oui, le président est seul, ça c'est sûr. Il y a une volonté chez ses premiers ministres de jouer la rupture, de tourner la page en vue de 2027. Pour Édouard Philippe, vu le nombre de points qu'il perd dans les sondages, si la présidentielle a lieu en 2027, il va se retrouver à 5%, donc il a tout intérêt à avoir une présidentielle anticipée. Et en ce qui concerne Gabriel Attal, la relation est tellement détestable avec Emmanuel Macron depuis la dissolution, où il n'a absolument pas été concerté, où il l'a pris au téléphone, et puis quand il est arrivé à l'Élysée pour cette réunion suite à l'annonce, il avait tous les conseillers du président de la République qui le regardaient en souriant et qui avaient une forme de jouissance de le voir à terre, puisque c'était terminé pour lui à Matignon. Donc c'est sûr qu'il y a la rupture est totale avec, mais il s'est jamais entendu en dehors de Jean Castex, qui désormais s'occupe des trains à la RATP ou à la SNCF. Il ne s'est jamais entendu durablement avec ses premiers ministres. Et d'ailleurs, la nomination de Jean Castex a été suspendue avec la démission de Sébastien Lecornu. Donc oui, on a un président seul face à un choix, vraisemblablement qui va arriver dans les 48 heures, puisqu'il a laissé jusqu'à demain soir à Sébastien Lecornu pour mener des ultimes négociations qui ne fonctionneront pas. Vous l'avez dit dans votre édito, il y a déjà la France Insoumise, le RN qui boycottent. Donc au fond, il y a 3 possibilités. Nommer un nouveau Premier ministre, et donc là... La gauche. Voilà. De gauche. Et ça tiendra pas très longtemps. Ah oui, mais... dissoudre ou démissionner. Voilà. Bon, ok. À l'instant, on sait qu'on apprend qu'Emmanuel Macron a reçu les présidents des 2 chambres, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Ça veut dire quoi, Louis Dragnel, qu'on envisage les grandes manœuvres des élections législatives, là, en novembre? Ça veut dire que Emmanuel Macron, en tout cas, reçoit les présidents des 2 assemblées. Ça... Merci Louis, ça, je savais. Mais donnez-moi quelque chose que je sais pas. Non mais attendez, la dernière fois, il l'a pas fait. Quand il a fait la dissolution. Donc peut-être que cette fois-ci, il va pas le faire. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer. Je fais un peu de pédagogie avec vous, Laurence. C'est pour ça. Merci de me rappeler qu'il a reçu les... Je peux vous Allez-y, Gauthier. Médiation, tout va très bien. Tout va très bien. Mais alors, il faut savoir ce qu'ils se sont dit, évidemment, Laurence, on est d'accord. C'est vos infos, c'est vous qui êtes chef du service politique. Mais en tout cas, le fait de le faire savoir, ça montre aussi qu'Emmanuel Macron montre qu'il n'est pas impassible, qu'il ne fait pas rien, qu'il est... C'est pour mettre la pression. Pour mettre la pression aussi, voilà. Oui, il se promène sur les quais, il croise des caméras par hasard. Comme c'est bien fait. Comme c'est bien fait. Il marche seul, comme le dit Jean-Jacques Goldman. Mais pour terminer l'explication de Louis, effectivement, la dernière fois... J'avais terminé. Gérard Larcher, alors pour la compléter, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont été mis devant le fait accompli. Gérard Larcher a dit dans des documentaires « J'aurais pu faire saisir le Conseil constitutionnel et faire annuler la dissolution parce qu'Emmanuel Macron n'a pas respecté la Constitution, il n'a pas consulté la présidente de l'Assemblée, il n'a pas consulté le président du Sénat. Donc si j'avais voulu, on aurait pu faire annuler la dissolution par Laurent Fabius à l'époque. Là, il y a consultation, vraisemblablement, on ne sait pas ce qui s'est dit, mais au minimum, le faire savoir, c'est pour mettre la pression avec ses ultimes négociations, mais il peut mettre la pression qu'il veut. Emmanuel Macron, ça ne fonctionnera pas, ça fera trembler absolument personne. Il espère faire trembler un peu le PS et peut-être Renaissance pour un accord, parce que tant Gabriel Attal qu'Olivier Faure, ils n'ont pas intérêt
intérêt à la dissolution parce que sinon ils vont voir leur groupe bien rétréci. Mais à mon avis, ça fonctionnera pas. Julien Drey, si on a demain soir un Premier ministre de gauche, socialiste, ça serait vraiment un coup très réussi pour la droite. Non, d'abord, si vous me permettez une remarque personnelle. Allez-y, Julien. Moi, j'ai combattu Emmanuel Macron, tout le monde le sait, etc. Mais je déteste... la Lali. Voilà, je déteste ceux qui ont été... je déteste ça, voilà. C'est tripal pour moi, de voir ces gens qui n'étaient rien. Qui n'étaient rien. Voilà. Excusez-moi, j'en connais un jeune qui n'était vraiment pas grand-chose, plutôt jeune socialiste et encore, qui d'ailleurs demandait aux autres comment faire pour grimper. Oui. Merci. Je confirme, C'est Amine El-Kadmi qui confirme. Voilà. Je confirme. C'est pas bon, voilà, j'arrive pas à supporter ce genre de comportement, et je pense par ailleurs que ça fait partie du discrédit de la vie politique. Parce que la politique, c'est aussi d'avoir de l'honneur. C'est-à-dire à un moment donné de savoir claquer une porte, de refuser un poste, de défendre ses idées jusqu'au bout. C'est pas la compromission permanente, tout simplement pour aller à la gamelle, si vous me permettez cette expression. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, mais parce que ça me choque, quoi. Voilà. Et ça fait partie aussi de certaines mœurs politiques qui sont très dégradées. Voilà. Je dis pas que la génération que je représente était exemplaire, mais il y avait quand même une certaine tenue. Bon, un Premier ministre de gauche. Voilà. Alors un Premier ministre de gauche, le Premier ministre de gauche, normalement, il aurait dû être nommé, si je m'excuse, du point de vue de la pratique institutionnelle, au soir des législatives. Voilà. Donc ça veut dire qu'on revient à zéro. Après, le Parti socialiste, pour une fois, si vous me permettez cette expression, depuis ne veut pas la crise. Et il a raison. Il a tellement peur des élections que... Non, c'est pas que ça. Oh, vous savez, les élections, on sait quand ça commence, on sait pas où ça finit. Ah oui, c'est clair. Et ça dépend comment on va les mener. Voilà. Donc certains peuvent penser qu'ils vont les gagner. J'en ai connu qui ont même 10% qu'ils allaient tout gagner. On a vu ce qui s'est passé. Voilà. Alors certains peuvent penser que la France va basculer. Voilà. Il y aura campagne électorale. Et je le dis, les Françaises et les Français sont plus intelligents qu'on ne le croit quand ils votent. Voilà. Donc on peut avoir aussi encore des surprises. D'ailleurs, celui qui a dissous, on a eu une. Voilà. Le Parti socialiste, comme une partie de la gauche, ne veut pas, à l'inverse de Jean-Luc Mélenchon, qui veut le chaos, parce qu'il pense que c'est sa solution. Il a félicité Édouard Philippe, d'ailleurs. D'ailleurs. Il dit que ça sert les intérêts de LFI. Je prends acte, parce que ça s'est passé... je prends acte que pour le Parti socialiste, ça fait des mois et des mois que je dis qu'il faut rompre avec et assumer la rupture avec Mélenchon. Pour une fois, ça tient. Donc voilà, et j'espère que ça va tenir jusqu'au bout, même si je soupçonne les Verts de jouer un peu n'importe quoi. Après, il tentera ce qui est une possibilité, c'est-à-dire d'arriver à trouver un compromis avec une partie du centre et de gagner quelques mois. Parce que moi, je m'excuse, moi je suis pour une présidentielle anticipée, mais je suis pas pour une présidentielle en contre, qui se fasse... voilà, j'écoute les différents candidats, j'en connais aucun qui est capable de me séduire sur un projet pour l'instant. Et je ne crois pas qu'un projet, ça se fasse en 3 semaines. Voilà. Donc on peut dire, moi, si le projet c'est moi, et que moi, oui, ça, j'en connais plein. Mais la France, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'un vrai débat de fond. Je veux dire, on voit bien sur les questions sociales, sur les questions de maîtrise des flux migratoires, sur les questions de la sécurité, sur la question de l'Europe. Il faut y travailler. Sur le monde qui a évolué, moi, j'entends rien. Je veux dire, sur ce monde dans lequel on est aujourd'hui, ces multinationales du numérique qui font ce qu'elles veulent, ces réseaux sociaux, ce système éducatif, c'est tout ça qui est en cause. Et ça mérite un vrai débat avec des options et des choix. Donc c'est pour ça que je ne suis pas pour jouer la crise pour la crise. Voilà. La surcrise. On va juste écouter les Français sur la question, est-ce que vous êtes pour une présidentielle anticipée? Ils sont assez mitigés, écoutez. Quand on voit que les politiques sont si instables, on est très inquiet et donc une élection présidentielle anticipée ne ferait qu'aggraver les choses. Ça débloquerait la situation et puis ça permettrait de redonner toute la légitimité à une nouvelle personne. C'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà, et on a l'impression que c'est plus tellement comme ça que ça fonctionne en fait. Faut tout refaire, faut tout recommencer à zéro. Donc refaire des élections et élire la personne qu'il faut. Lui, il ne sera pas d'accord de partir. On a eu des premiers ministres et des ministres qu'on n'avait pas choisis non plus. J'ai pas l'impression que le peuple français ils sont capables encore de décider, quoi, malgré les élections. Oui, alors, Éric Nolot, on vient d'entendre les Français sur la présidentielle anticipée proposée par Édouard Philippe. Non, mais c'est tentant, mais d'abord, une présidentielle anticipée, ça irait à l'encontre des vœux de Julien Drey. Il n'y aurait pas le temps pour un vrai débat sur des questions essentielles. Bon, ça me paraît quand même un argument fort. Ensuite, ça crée quand même un précédent fâcheux.
Parce que si maintenant vous votez pour quelqu'un et qu'en fait c'est pas pour 5 ans et c'est vraiment inscrit dans le marbre, vous dites non, dans 1 an on peut peut-être obtenir son départ, ou dans 2 ans si on gueule assez fort, si on manifeste assez fort. Déjà que institutionnellement ça commence à être très branlant, la 5e République. Moi je trouve que ça crée de l'instabilité. Encore, ça ajoute de l'instabilité à l'instabilité. Je vois Gauthier Lebret se marre. Pourquoi vous rigolez, Gauthier? Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Éric Nolot. L'instabilité, elle est là. Alors, la présidentielle anticipée, est-ce que ça en rajouterait? Moi, je pense que, et c'est là où j'ai le désaccord, je pense que ça, justement, pourrait mettre fin à cette période d'instabilité, parce que la seule manière d'en sortir, c'est une élection présidentielle, me semble-t-il, et ensuite des élections législatives dans la foulée. Parce que là, si on fait une nouvelle dissolution, ce qui peut être le plus probable, on risque de se retrouver avec une assemblée à nouveau sans majorité absolue, ou avec une majorité relative très fine, avec pourquoi pas le RN qui serait obligé d'aller chercher les Républicains. On n'est absolument pas sûr que ça aboutisse. On a Jordan Bardella qui a tendu la main ce matin, mais Jean-Philippe Tanguy hier qui n'avait pas de mots assez durs pour qualifier Bruno Retailleau. Donc est-ce que la solution n'est pas au contraire la démission du chef de l'État, une dissolution dans la foulée, avec des élections législatives dans la foulée d'une présidentielle, pour essayer d'avoir une majorité absolue pour celui ou celle qui aura gagné la présidentielle? C'est un pari. C'est un pari. Ça fait beaucoup de si, hein. Ouais, c'est un peu théorique. Ça fait beaucoup de si. Ouais. Ami El-Khatmi, sur les 2 anciens premiers ministres, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis comme Julien Drey, je l'ai dit tout à l'heure, je vais Ça arrive le souvent. répéter. Oui, on a une base d'accord. Je trouve que, encore une fois, moi, ce que fait le président de la République me sidère, et ça fait quelques années que je le dis, mais je trouve qu'on n'est pas obligé de se comporter comme ça, en fait. Et encore une fois, dans le cas de Gabriel Attal, il doit littéralement tout à Emmanuel Macron, qui l'a fait investir en 2017 pour devenir député des Hauts-de-Seine. Et donc, il a le droit de changer d'avis, il a le droit d'être en colère, il a le droit, effectivement. Mais je trouve que dans la manière de dire les choses, il y a un manque de classe, en fait. Voilà, il y a un manque d'élégance, et c'est assez lamentable. Non, mais juste une remarque. Oui, Eric, et après on fait la pause. Julien Drey nous a repeint le passé avec des couleurs vives. C'était peut-être fait avec classe. Enfin, la trahison a toujours fait partie de la politique. Oui. Dans le camp socialiste, il y a quand même... La droite, c'est quand même très documenté. Et la droite, n'en parlons Mais pas. ça commence dès le berceau. Il n'y a pas une élection locale où il n'y a pas de trahison. J'ai pas dit que le monde Julien, j'ai pas dit que le monde d'hier était merveilleux et que le monde d'aujourd'hui était détestable. La trahison, j'en ai vécu, et j'en ai vu, et bon. Mais ce qui est valable, ce qui était valable hier est valable aujourd'hui. C'est-à-dire, je déteste ces gens qui sont, parce que je l'ai vu avec François Mitterrand, pour être honnête, des gens qui devaient tout à François Mitterrand et qui, à un moment venu, ont tout oublié et se présentaient comme des nouveaux vertus. Et Emmanuel Macron avec François Hollande? Et Emmanuel Macron avec François Hollande, j'ai une petite nuance. J'ai une petite nuance, mais j'ai toujours dit, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron a trahi François Hollande. Voilà. Vous appelez ça comment, alors? Pas franchement. Il lui a menti ouvertement en disant t'inquiète pas, je vais lancer une petite plateforme là, ça va s'appeler En Marche. Un think tank. Quand je vais finir là mes mémoires, vous aurez le droit. allez viser.